Bonjour, je me trouve en compagnie aujourd'hui de mon professeur et mon mentor, mon superviseur depuis plus de 18 ans, le général Louis Croc. Le médecin général Louis Croc, psychiatre des armées, puis professeur associé à l'Université de Paris 5, a bénéficié d'une double formation médicale et philosophique. Dans sa carrière, il eut à traiter des militaires souffrant de névrose de guerre en explorant leur reviviscence onirique, révélatrice. En 1995, il a créé le Réseau national des cellules d'urgence médico-psychologiques pour traiter les victimes d'attentats et de catastrophes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le traumatisme psychique, dans celui que j'ai dans les mains. Donc, je vais sans plus tarder laisser la parole au professeur Louis Croc. Monsieur Croc, quels sont vos derniers projets en ce moment? Alors, à 90 ans, on n'a plus tellement de projets. Mais enfin, j'ai deux livres en instance de publication aux éditions Odile Jacob, qui a déjà publié de moi les traumatismes psychiques de guerre, 16 leçons sur le trauma, également gérer les grandes crises et les paniques collectives, et aussi un dernier ouvrage qui s'appelle Les blessés psychiques de la Grande Guerre. Alors là, elle m'a demandé, enfin je lui ai demandé un livre que j'avais sous le coude depuis une vingtaine d'années, qui sont une espèce de littérature comparée de tout ce que des soldats qui ont failli mourir ont écrit ensuite pour se libérer de leur trauma. Euh, alors c'est intéressant parce que j'ai repris de l'Antiquité les travaux de l'épopée de Gilgamesh, et puis aussi l'Iliade, bien entendu, où Achille fait une véritable névrose traumatique après la mort de Patrocle, Mhm. et puis aussi la chanson de Roland. Mais après, j'ai pris au Moyen Âge, j'ai choisi par exemple les tragiques d'Agrippa d'Aubigné, c'est la description de toutes les horreurs. Agrippa d'Aubigné était officier de chevau léger chez les protestants pendant la guerre de religion, et, il a vraiment assisté à des horreurs. Et puis aussi trois pièces de Shakespeare, Mhm. Macbeth, Roméo et Juliette, où il y a le rêve du soldat euh, traumatisé, et puis aussi Macbeth, pas Richard III. J'en ai une autre de, de Shakespeare. Puis après, j'ai repris les auteurs de la Révolution et de l'Empire. Et principalement, je compare Goethe à Chateaubriand. Ils ont tous les deux, Goethe était présent à Valmy, il a eu très peur, et Chateaubriand a eu un camarade tué à côté de lui alors qu'il était dans l'armée des émigrés. Et puis après, j'ai repris trois livres des mémoires du baron de Marbeau des armées impériales, des armées de l'Empire, également les carnets du capitaine Coignet et les mémoires du sergent Bourgogne. J'ai comparé avec deux romans de Balzac qui traitent des armées napoléoniennes, qui sont justement, ça c'est un, qui sont Adieu et le colonel Chabert, et puis aussi euh, j'ai repris La Chartreuse de Parme de Stendhal comme version romancée. Et après, au milieu du XVIIIe, j'ai retenu les récits de Sébastopol de Tolstoï, qui était lieutenant à Sébastopol, à la bataille. J'ai repris également d'Henri Dunant, Le souvenir de Solferino, et de Walt Whitman au sujet de la guerre de sécession américaine, comme des belles genévriers. Après, je passe à la guerre de 14. Alors là, c'est différent. Il y a chapitres complets. D'une part, j'ai pris des combattants qui, comme Maurice Genevoix chez les Français, ou également euh, Blaise Cendrars, qui était suisse
mais qui s'est engagé dans l'armée française. Et puis également Ernst Junger chez les Allemands, qui ont vraiment vu la mort de très près et qui ont publié euh, très rapidement après leur expérience de mort. Mais j'ai pris une autre série d'ouvrages. Mhm. J'y ajoute Duhamel également à ceux-là, Georges Duhamel. Duhamel dans Georges Duhamel. Civilisation. Mhm. Euh, et j'ai pris une autre série d'ouvrages de la guerre de 14 qui sont où les sujets s'expriment par personnages de romans interposés. C'est Gabriel Chevalier avec La Peur, c'est comment Barbus avec Le Feu, et c'est Éric Remarque, Éric Maria Remarque avec À l'Ouest rien de nouveau. Et puis j'y ai joint après les poèmes, les poètes de la guerre de 14, qui sont Charles Péguy, qui a été tué en 14, qui sont également Apollinaire, et puis aussi trois poètes anglais du front de la Somme, qui sont très intéressants, euh, qui sont Wilfrid Owen et Siegfried Sassoon pour le front de la Somme, et Rupert Brooke pour les Dardanelles. Après, je passe à la Deuxième Guerre mondiale, et alors là, il y a trois romans français qui sont intéressants, qui sont euh, Un balcon en forêt de Julien Gracq sur D'accord. le juin 40, Oui. également le, La route des Flandres de Claude Simon, et puis de Robert Merle, Le week-end à Zwitcote. Et après, j'ai repris des livres, des romans américains, tels que Les Nus et les Morts, et d'Irving Shaw, et puis aussi le combat du capitaine Newman. Et puis j'ai repris également des écrits des correspondants de guerre américains, des journalistes. Il y avait D'accord. Steinbeck qui était correspondant de guerre, il y avait Ernie Pyle qui s'est fait tuer à Okinawa, alors il était déjà âgé. Et Mhm. puis il y avait aussi euh, un troisième, c'est Robert Sherrod. Et Mhm. après, je termine par des écrits de la déportation, c'est-à-dire de Frère Birin, de Simone Sinclair, etc. Et je termine pour la déportation par Georges Semprin. Alors, en gros, en comparant tous ces ouvrages, Oui. j'ai vu quatre sortes d'écriture. Mhm. La première sorte, c'est une écriture dans laquelle leurs souvenirs, leurs images leur montent aux lèvres. D'accord. C'est une véritable libération. Ils ne racontent pas ça, ils expriment ce qui leur monte aux lèvres. Et puis la deuxième sorte d'écriture, c'est au soir de leur vie ou plusieurs années après, quand ils arrivent à transformer ce vécu sensoriel en mots et en phrases plus acceptables. La troisième sorte d'écriture, c'est par roman interposé, Jean Balzac ou Barbus, héros de romans interposés. Et le quatrième, c'est le poème, sur la poésie, l'épopée ou le, comment, la chanson de geste, le poème. Mais j'ai trouvé après, il y a une cinquième sorte d'écriture, Mhm. d'essayer d'accéder, c'est chez Georges Semprin. Il dit j'ai essayé de parler en première personne, en deuxième personne et en troisième personne et ça ne marche pas. Et D'accord. finalement, il faut que, après un long silence de plusieurs années, il faut que j'arrive à exprimer, à rendre compte de la réalité de ce que j'ai vécu. Et D'accord. ça, Genevoix l'a fait aussi. À la fin de sa vie, il a écrit La mort de près, où il reprend des souvenirs et où il les écrit différemment de ce qu'il avait écrit. Alors ça, c'est un des premiers ouvrages qui est chez Adi Jacob. Le deuxième, c'était, j'ai été président du congrès de psychiatrie de langue française en 1991 Mhm. pour le centenaire, pour son centenaire. C'était le congrès de Lille. Et comme tous les présidents, on doit faire
un, un discours. Alors j'ai fait un discours littéraire là, sur la névrose de la fin du siècle, D'accord. ce qu'on appelait fin de siècle. Fin de siècle. L'expression fin de siècle euh, était entre 1880 et 1900 a été très employée. Et également, tout le monde parlait de névrose et les gens revendiquaient d'être névrosés. Et c'est l'époque où Charcot, Janet et Freud, Charcot présentait ses malades à la Salpêtrière, et Janet et Freud essayaient de classer les névroses. Mhm. C'est une époque intéressante. Alors, j'ai repris le décor, le changement de décor du paysage français, aussi bien à la campagne que dans les villes, Mhm. avec les mines, les corons, les chemins de fer, les routes, etc. Et dans les villes, ces nouveaux temples que sont les gares, temples des voyageurs, les grands magasins, temples de la marchandise, et les banques, temples de l'argent, par exemple. D'accord. Et puis j'ai repris aussi, après, les foyers de la vie parisienne, et qui étaient les salons littéraires, qui étaient les dîners littéraires, et qui étaient également euh, d'autres lieux où les gens se rencontraient. Le théâtre, par exemple. D'accord. Il y avait énormément de pièces de théâtre, ça sortait beaucoup. Les gens allaient 2 fois au théâtre par semaine au moins. Euh, Après, j'ai repris justement en quoi certains écrivains célèbres ont transposé leur névrose. Zola, c'est une névrose d'angoisse. Oui. Maupassant, c'est une névrose d'angoisse à la limite du délire. Mhm. Euh, Huysmans, c'est une énorme psychasthénie. Mhm. Hein. Oui. Et j'ai montré aussi comment les acteurs, comme Sarah Bernard, euh, euh, Émilienne d'Alençon, les grandes cocottes de l'époque, également étaient névrosées. Et je me suis attardé un peu sur la famille de Heredia. Lui était dépendant du jeu, mais ses 3 filles étaient hystériques et Mhm. elles étaient, leurs amoureux étaient névrosés aussi. Henri de Régnier était psychasthène et Pierre-Louis était un peu pervers en plus. Après quoi, j'ai repris les grandes impératrices, j'ai évoqué les grandes impératrices névrosées de l'époque, c'est-à-dire l'impératrice d'Autriche et l'impératrice de Russie, Mhm. euh, l'impératrice Sissi d'une part et l'impératrice Fédorovna de Russie, Mhm. avec toutes les aventures qu'ils avaient, surtout le fait de séduire leur mari et de ne pas vouloir de l'acte sexuel. C'est typique de l'hystérique, admirez-moi, ne me touchez pas. Mhm. Euh, et après, j'ai terminé par ce que j'appelle les déracinés du cosmopolitisme thermal, que j'ai pris 2 exemples, qui étaient Marie Bashkirchev, Mhm. à son journal, qui est morte en 84 à 26 ans, qui a tué son journal de petite fille et puis après de jeune fille, et qui est senti venir la mort par tuberculose, et puis aussi Lou Andréas Salomé, qui était une égérie de Freud, Mhm. et qui a passé son temps également par une carrière de séductrice frigide. Mhm. Donc voilà le deuxième ouvrage qui est en dépôt chez Odile Jacob. Je ne sais pas par lequel il va commencer. Euh, J'étais parti, moi, depuis 20 ans sur l'ouvrage qui s'appelait le soldat, la mort et l'écriture. Et puis elle m'a fait discuter avec elle et elle est très intéressée voilà, un autre ouvrage qui est paru chez l'Harmattan, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de photos dedans. Et je D'accord. craignais qu'Odile Jacob ne veuille pas prendre toutes les photos. Mhm. Euh, Qui avait à l'intérieur du livre. il y a une quinzaine de photos et de cartes, D'accord. et je vais vous en montrer une ou deux. Sur le théâtre d'Épinor, par exemple, Mhm. ou sur Est-ce qu'on le voit bien? et ici sur
Pergame, qui était un endroit où on guérissait par le rêve, on pratiquait l'onirothérapie. D'accord. Alors, ce livre, c'est Guérir par le rêve. Mhm. C'est l'histoire de l'onirothérapie ou la guérison par le rêve dans l'Antiquité. D'accord. Et entre autres, il y a une photo qui est intéressante, qui est passionnante. C'est Hygiea, la fille d'Asclépios, en train de nourrir les couleuvres avec un serpent. Mhm. Et ici aussi, il y a voilà, deux guérisons par le rêve. Entre autres, la guérison d'Archinos, c'est comme une bande dessinée. Il souffle de l'épaule, il va voir Asclépios et il rêve que le serpent lui lèche l'épaule et qu'il va guérir. Le serpent sacré, la couleuvre d'Esculape. Et auparavant, j'ai également des comment. Alors, celui-là, Mhm. mais celui-là, vous allez le trouver derrière vous sur la cheminée. Oui. C'est un disque à droite, un disque en pierre. Oui. Voilà. Ici. C'est un disque de l'Empire d'Alexandre qui représente une guérison par le rêve. Alors on voit le malade, on voit le serpent à gauche et le malade qui vient dormir dans un abatton, c'est-à-dire un endroit qu'on ne doit pas fouler aux pieds, où on dort, et il rêve, il a un rêve d'un éléphant. Alors, il y a également ce qui est au musée du Caire, qui est très connu, qui est voilà, c'est la, c'est comment, une enseigne d'un onirocrite crétois qui dit je suis onirocrite, Apollon m'a donné le pouvoir de traduire les rêves, à la bonne fortune, venez me voir. Alors je suis les onirocrites. Alors guérir par le rêve, c'est le livre donc, que j'ai fait paraître chez l'Harmattan En il y a un an 2017, maintenant. à peu près, oui, c'est ça. Et dedans, j'y reprends toute l'Antiquité, y compris le rêve de Xénophon. Et le Xénophon a un rêve particulier, alors qu'il est en pleine anabase et que les chefs grecs ont été assassinés par l'armée de Tissaphernes, qui est 10 fois plus nombreuse, ou 100 fois plus nombreuse peut-être, et ils sont désespérés, et ils rêvent que son père, dans la maison de son père, la foudre tombe. D'accord. Et à ce moment-là, il pense et que les flammes se rapprochent. Alors il dit c'est un rêve qui rapproche ma situation actuelle. Mais en fait, il dit si Zeus m'a envoyé ce rêve, c'est pour m'éclairer, pour m'envoyer la lumière. Et c'est à ce moment-là qu'il réveille ses camarades et qu'il les exhorte à se battre. Et c'est le début de l'anabase, où ils vont revenir depuis le centre de la Perse jusqu'aux côtes de la mer Égée. C'est 400 avant Jésus-Christ, et quelques années avant, il y avait un autre, la comédie d'Aristophane, Ploutos. Ploutos, c'est le dieu de la richesse, et il est aveugle. Parce que la manière dont il distribue la richesse, il faut être aveugle, effectivement. Oui. Et alors, un vieil Athénien vertueux, l'emmène, se fait guérir dans le temple d'Asclépios, où on voit deux serpents lui lécher les yeux et il guérit. Et à ce moment-là, le résultat n'est pas ce qu'on attendait. Les gens sont tous riches, ils sont feignants, et la société se désagrège. Alors, j'ai repris ensuite les rêves à l'époque de Puységur et de Mesmer, et puis j'ai repris aussi les rêves à l'époque de Freud, et entre autres, Freud, c'est intéressant. Il y a eu un rêve qui est assez peu connu. Dans la trame d'Untung, Freud est un furoncle à laine. Et c'est très douloureux.
et il rêve qu'il peut monter à cheval. Donc c'est un rêve de déni, parce D'accord. que monter à cheval, c'est pour quiconque est infirme au plein air, à Mhm. laine, c'est pas possible. Mhm. Et donc il rêve de cela, il rêve dans son rêve qu'il rencontre un ami qui lui dit tu ne tiens pas droit sur ton cheval, alors qu'en vérité, il est très à l'aise. Mhm. Et cet ami lui a chippé une de ses clientes, D'accord. dans la réalité. Et quelqu'un lui avait dit, et j'en ai parlé, je vous croyais bien en selle. Et cet ami, quand il discute avec lui, il monte sur ses grands chevaux. Et alors Freud rêve que dans son rêve, il se promène dans le nord de l'Italie, entre Vérone et Milan Mhm. et Venise. Et une de ses patientes lui a dit, ah, quelle chance de voir l'Italie, moi je n'ai jamais vu l'Italie, je voudrais bien y voyager. Et elle dit gène italien, ce qui veut dire voyager en Italie. Mhm. Et Freud comprend génital, les organes génitaux. D'accord. Donc il dit mon rêve était sexuel. Mhm. C'est très lacanien avant la lettre, Mhm. c'est un peu les faillots de poil. Mhm. Alors après, j'y traite de la manière dont pendant la guerre de 14-18, des gens comme Cardinaire et Simmel ont interrogé les névroses de guerre sur leurs rêves, et comment ensuite, dans la guerre de 39-45, on a provoqué les rêves par narco-analyse, et moi-même ai pratiqué les narco-analyses amphitaminées pour les blessés, les traumatisés de la guerre d'Indochine et d'Algérie. D'accord. Alors voilà, c'est ce Très livre qui bien. est le dernier sorti C'est le dernier sorti. chez l'Harmattan. Mais il y en a Excellent. deux en route chez Odile Jacob. Et de route pour Odile J'espère que Jacob. ça donnera aux auditeurs l'envie de les lire. Si Odile Jacob euh, donne, enfin, réalise son projet, Ah, certainement, qui est mon certainement, projet. certainement. Voilà, ben, je vous remercie. Bah, c'est très intéressant, merci beaucoup. Rappelons qu'aujourd'hui, on est le 19 novembre 2018. Oui, Donc, nous avons plus qu'à attendre vos ouvrages chez Odile Jacob, les prochains qui vont arriver. C'est oui. ça? Donc, Et attendre mes 91 ans qui arrivent dans 2 mois. dans 2 mois. Ben, on vous souhaite beaucoup de succès, professeur Croc. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Je vous touche la main. Merci beaucoup. Et j'étais très contente de vous Il faut qu'on rencontrer se voit tous aujourd'hui. les deux, là. Oui, Voilà. me voilà. Donc j'étais très contente de vous rencontrer aujourd'hui parce que je suis psychologue, comme vous le savez, au Québec, au Canada. Et aujourd'hui, je suis à Paris avec notre grand professeur Louis Croc. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici dans votre bureau. Et vous êtes une de mes plus anciennes élèves. Exactement, ça fait plus de 18 ans maintenant que Voilà. on se connaît. On s'est connus à peu près en 2000, dans les années 2000 à peu près. Nous avons travaillé des débriefings en Algérie, etc. Donc Vous voilà. étiez venu me voir parce que comment, une, une ONG m'avait demandé d'intervenir en Algérie après le tremblement de terre de Boumerdès. Oui, en Et 2003, c'était effectivement. plusieurs mois après, Oui. avril 2003, c'était donc en été 2003, et j'avais amené de mes élèves pour faire le débriefing des psychologues et des psychiatres et des employés, des infirmiers et Des des hôpitaux, médecins de délices et qui avaient eu à travailler dans les hôpitaux, des hôpitaux détruits par les oui, tremblements de ouais, terre, c'était hein. complètement Entre détruit en autres à effet. Délices et à Borges-Ménaïel. Oui, en effet. Et alors, euh, comme je savais que vous étiez d'origine algérienne, je lui ai demandé de m'accompagner et d'assurer ces débriefings Ouais. On avait avec besoin quelques de autres. quelqu'un de la culture locale Voilà, qui puisse. c'est très important d'assurer un Exact. débriefing euh, avec des gens qui ont la culture locale, entre autres par rapport à la mort, à l'enterrement, quand il y a eu au désastre. Bon, on va arrêter là, je crois. D'accord, ben voilà. Voilà, merci encore.